Et alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va juste attendre quelques minutes encore. On va être prêt à commencer très, très bientôt. Si vous voulez, dans le chat, peut-être nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours le fun de voir où nos invités sont. Moi, je suis à Ottawa. Ah, Lanark. Donc, ça, c'est pas loin de chez moi. Montréal. Bonjour, bonjour Laval et Beauport. Et Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Oh, bonjour. Une autre Annie de Montréal. OK, bon, mais c'est bon. Alors, on va commencer officiellement. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Et puis, bienvenue à notre présentation de la Fédération canadienne de la faune avec notre invitée, Viviane Kaloxilos, qui va nous faire une présentation sur la terre vivante et la vie sur nos pieds. Alors, juste avant de commencer, cependant, je vais me présenter. Alors, moi, je m'appelle Annie Belair. Je suis la réviseuse francophone de la Fédération canadienne de la faune à Ottawa. Et puis, on fait des séries de webinaires comme ça, en français et en anglais, pour partager l'information sur les pollinisateurs des plantes indigènes, la terre, le sol, plein de choses comme ça, la faune, la flore. Et puis, alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir Viviane et puis de vous accueillir tous et toutes. Alors, je vais juste vous dire que c'est certain que vous pouvez poser des questions. Je vais vous demander de les écrire dans le question-réponse, donc la fonction Q&A ou je ne sais pas si l'interface française dit QR, mais là-dedans. Puis à la fin, moi, je vais les poser à Viviane. OK? Et puis, on veut vous dire aussi qu'on enregistre le webinaire. Puis, à la fin, dans quelques jours, on va vous envoyer un lien. Donc, il va rester sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir aller l'écouter pour vérifier des petites choses tant que vous voulez. Et puis, j'en profite aussi pour souligner que, comme je disais, moi, je suis à Ottawa, puis c'est où notre bureau principal est. Et puis, je veux juste dire que je suis très reconnaissante, et mes collègues aussi, de nous trouver sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Alors, sans plus tarder, je vous présente Viviane, notre invitée qui est, je vais vous faire une petite introduction, Viviane, elle est écologiste et spécialiste de l'écologie des sols particulièrement et de la régénération appliquée de la vie dans les sols. Elle est la fondatrice de Docterre, une compagnie qui appuie les agriculteurs et agricultrices et propriétaires fonciers qui veulent régénérer la biodiversité des sols. Elle est diplômée de l'École de l'environnement de l'Université McGill et du Smithsonian Tropical Research Institute en écologie appliquée. Elle a aussi obtenu la certification en design de la permaculture. Alors, sans plus tarder, on peut commencer. Vas-y, Viviane. Merci, Annie. Et salut tout le monde. Je vous salue de Labelle, dans les Laurentides. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donne-moi une petite seconde pour partager mon écran. Bon, voilà. Alors, comme Annie a bien mentionné, aujourd'hui, on va parler de la terre, le sol en dessous de nos pieds et toute la vie qui habite dans cet écosystème fantastique et fascinant. Parce que, on habite sur la planète Terre, mais souvent,
il y a beaucoup de monde, même les gens qui travaillent la Terre, qui ne réalisent pas toutes les fonctions et les services écosystémiques que les sols nous rendent jour à jour et qui ne réalisent pas, juste aujourd'hui, c'est devenu un mouvement assez reconnu et répandu, la régénération des sols, les sols vivants. Et c'est une très bonne affaire parce que la planète n'est pas juste une matrice dont on marche dessus. Elle est un organisme vivant en soi, dans sa totalité. Elle respire, elle inspire. Cet organisme vivant, on appelle la planète Terre. Et elle nous rend plusieurs services. Et ces services-là se trouvent dans les sols. Fait que, je vais vous amener dans ce qui peut apparaître un sujet un peu abstrait quand on dit un sol vivant. Mais j'espère que ça ne serait pas pantoute abstrait pour vous à la fin de cette présentation. Donc, si on pense à les sols et la terre comme une membre de notre communauté qui contribue à la société et au fonctionnement de jour à jour, elle fait plusieurs affaires. Les sols sains font des cyclages des ressources. Donc, tout ce qui est une matière organique, ben, il y a une bonne raison pourquoi toutes les feuilles, puis toutes les branches mortes, puis toutes les plantes mortes à la fin de la saison s'accumulent, puis s'accumulent pas à travers les années. Ça décompose. Puis tout ce qui est de carbone, d'azote, de minéraux, de nutriments dans ces matières organiques-là, ben, sont recyclés pour nourrir les plantes vivantes dans un cycle de cyclage de nutriments constant qui ne finit pas. Alors, il n'y a pas de gaspillage, puis c'est pour ça qu'il n'y a personne qui fertilise une forêt, et pourtant, les forêts sont des écosystèmes très abondants en santé, et ça pousse, là. Fait que ça, c'est une des choses, fonctions et des services qu'elle nous rend, la Terre. La communauté microbienne et l'équilibre gardent les écosystèmes en total, en santé et fonctionnant. Et quand on regarde les problèmes aujourd'hui de la manque de résilience sur les fermes, dans des écosystèmes en général, bien souvent ce qu'on trouve, et moi ce que je trouve, mais tu sais, ça fait 10 ans que je regarde les terres canadiennes en dessous de mon microscope pour analyser la flore microbienne. Puis, quand il y a un déséquilibre ou un manque de vie, un déséquilibre dans la communauté des sols, tout le reste de l'écosystème ne fonctionne pas comme il faut non plus. Alors, on voit plus d'inondations, plus de sécheresse, les choses comme ça, plus de les terres plus propices à la maladie. Tous ces symptômes-là sont des symptômes d'un manque d'équilibre dans les sols. Alors, les fonctions c'est un autre service qu'elle nous rend, ça garde les systèmes propres. Puis dans le temps, ma grand-mère disait dans le temps que dans son enfance, sa grand-mère, puis nous, on vient de la Grèce, fait que je ne sais pas, mais j'imagine un peu partout. Quand il se coupait, ben, il prenait un peu de la terre, puis il mettait ça pour que ça guérisse. Et aujourd'hui, si on fait ça, là, on va juste avoir une infection. Fait que ça donne un peu l'idée de où est-ce qu'on est en termes de santé des sols aujourd'hui. Les sols sains sont aussi responsables pour la création de l'eau potable sur la planète Terre. Quand les pluies arrivent, ben, un sol bien en santé et un terre en santé vivant va absorber l'eau et non juste accumuler puis se trouver dans nos ruisseaux sans recharger les terres. Puis la vie microbienne dans les terres vont nettoyer toute autre particule dans l'eau pour que l'eau se retrouve dans des réserves souterraines propres et potables. Puis ça, c'est une fonction microbienne de la vie qui habite dans les sols.
cette vie-là est aussi responsable pour structurer les sols. Donc, structurer les sols pour un sol pas structuré, mettons par la vie fongique, on n'aurait pas d'espace pour les lieux où est-ce que tous les autres petits animaux de sol vivent. Ces habitats-là sont créés par la vie fongique et ça crée la fondation pour toute la vie qu'on voit sur la planète Terre. La biologie des sols et la microbiote des plantes, la communauté microbienne qui existe autour de leurs racines et partout sur la surface d'une plante influence en fait la microbiologie de l'atmosphère. Puis oui, l'air et l'atmosphère a une microbiologie. Cette microbiologie-là affecte les événements de pluie, les taux de précipitation, la création des nuages. Ça a un grand impact sur, dans le fond, le climat local. Et sur une échelle plus régionale, ça fait un impact sur le climat régional aussi. J'ai déjà mentionné ça aussi, que la santé, une seule saine en santé, bien vivant, amène une résilience contre les sécheresses, les feux même, parce que ça les garde hydratés, et les inondations. Tous les plans d'eau, tous les cours d'eau, les ruisseaux, les rivières, les lacs, ben, leur santé aussi est largement influencée par la santé des sols autour. Parce que si les sols autour ne sont pas en santé, ils ne sont pas capables de nettoyer l'eau et retenir leurs nutriments parce que la source de cyclage de nutriments est brisée, ben ça mène à des cours d'eau eutrophiés. Ça veut dire que des cours d'eau, des ruisseaux, des rivières qui manquent d'oxygène. Et là, on a des problèmes d'algues et ça impacte la vie sauvage des plantes et des aquatiques animales des cours d'eau. Fait que c'est quand même plusieurs fonctions écosystémiques que la Terre nous rend pour le fonctionnement sain de la société et même le climat. Et ça amène toute la structure pour le reste de la faune, dans le fond. Puis, qu'est-ce que c'est une sole? Une sole, c'est... On pense au sol, puis on pense au sable, on pense au limon, de l'argile. Mais comme je mentionne, il y a tout un écosystème vivant qui vit en dessous de nos pieds. Et cet écosystème est responsable de tout ce que je viens de mentionner ici. Nous vivons sur la planète Terre et c'est bien important qu'on comprenne comment elle fonctionne pour qu'on puisse soutenir la biodiversité. Alors, le sol, c'est bien plus que le sable, c'est bien plus que juste l'argile, la limone. Oui, il y a de l'eau, oui, il y a de l'air et il y a de la matière organique, mais il y a aussi des micro-organismes. Ça prend tout ça pour créer une sol en santé. Aujourd'hui, un terre qui est moins en moins riche, qui manque de couleur, qui manque de structure, de capacité de faire toutes les fonctions et les services dont je viens de mentionner, sont souvent des terres où est-ce qu'il manque de la vie. Et il y a plus de vie dans une cuillère de sol que quasiment humain sur la planète Terre. Fait que c'est un écosystème très vivant. Et là, pour sortir de l'abstrait de cette présentation-là, qu'est-ce que je veux dire d'un sol vivant et de ces organismes qui habitent le sol? Vous êtes en train de regarder un nématode. Un nématode, c'est un prédateur de sol.
il peut manger des bactéries, il peut manger des champignons, puis ça relâche les nutriments des corps bactériens et des corps de champignons pour leur rendre les nutriments solubles aux plantes. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une hyphe fongique. C'est un petit branche fongique. C'est la forme microscopique d'un champignon. Et je ne sais pas si vous voyez un peu dans le background, là, en arrière, on voit des petits êtres qui ne sont pas tout à fait en focus. Mais ça, c'est des flagellés. C'est aussi des prédateurs bactériens. Ils cyclent les nutriments. Les bactéries et les vies fongiques, eux, sont les recycleurs. Ils recyclent toute la richesse de la matière organique des jus de plantes qui rentrent dans le sol, tout ce qui est les plantes mortes sur la surface de la terre. Mais eux, ils gardent tous ces nutriments dans leur corps. Puis ce n'est pas utile pour la plante. Fait que ça prend cette chaîne trophique avec leurs prédateurs qui viennent, qui leur mangent. Et en faisant ça, ils libèrent ces nutriments-là à la plante, puis c'est comme ça que, en fait, la plante se nourrit. Alors, une sol, les terres sont supposées d'être comme ça, en train de bouger avec plein de vie, des communautés microbiennes qui fleurissent, des réseaux fongiques pleins d'animaux microscopiques et d'insectes microscopiques du sol. Et ils communiquent tout ensemble. C'est comme ça que les plantes communiquent ensemble aussi. Une plante va à une flore microbienne partout autour de ses racines. Puis c'est à travers de sa flore microbienne qu'il peut échanger de ressources avec sa plante, la plante voisinale, et échanger de l'information aussi. Alors, ce n'est pas une place inerte. Ce n'est pas juste une structure dont on marche dessus. C'est un écosystème vivant qui soutient toute la vie et la biodiversité de la planète Terre. Ça, c'est notre exemple d'un autre organisme qu'on trouve dans les sols. Ça s'appelle une amibe. Ça, ici, il y a 2 amibes. En fait, c'était un qui s'est multiplié en 2. Il s'est divisé cellulairement, puis il se multiplie comme ça, dans une forme de clonage. Puis une amibe, c'est comme une vache des sols. Ils mangent aussi des bactéries, un peu de vie fongique, des fois d'autres organismes. Puis leur fonction aussi, c'est de relâcher ces nutriments-là, les rendre disponibles pour cycler les nutriments dans le système. Ça, c'est un autre type d'amibe. La qualité de vidéo est très, très, très pauvre. Je vais juste mettre ça plus large. La vidéo est très pauvre, oui, mais c'est quand même quelque chose à voir. Vous voyez qu'il y a ce être un peu une espèce de gel, puis tu sais, il pousse un bras et un autre bras, puis il bouge à travers le sol. Il cherche dans les agrégations de sol, il plonge dedans pour aller trouver des bactéries pour manger. Oups, pardon. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? Oui, on est à hyphe fongique. Parfait, merci. Bien. Parfait. Donc, ça, c'est une hyphe fongique. Comme je disais, c'est des branches de champignons microscopiques. Puis, les champignons, on connaît ça avec leurs fruits, qui sont les champignons qu'on voit, il y en a qu'on mange. Mais la plupart de leur masse, c'est souterrain. Puis ça a l'air comme des petites branches. Les champignons, les hyphes fongiques, un hyphe, c'est une branche. Fongique, c'est la fonge, champignon. Ils sont comme la barre d'armature d'une sol. Tu sais, le bord d'armature qui tient la structure d'un édifice, d'un bâtiment ou d'une maison. Et ça tient la structure. Ça décompose la matière carboneuse brun mort.
ça décompose tout ce qui est cette structure-là. Ça crée de l'humus, le couleur brun foncé des sols santé. Ça crée ça. Ça crée les niches pour que l'eau et l'air puissent rentrer dans les terres. Et la plupart des prédateurs que j'ai montrés, les nématodes, les amibes, les flagellés, eux, ils sont des organismes qui habitent dans l'eau. Ils sont des organismes aquatiques du sol. Alors, si la vie fongique n'est pas présente, c'est un peu un keystone species, une espèce clé pour que un écosystème de sol puisse fleurir avec tous les autres organismes qu'on a besoin. Et vous voyez ici dans cette vidéo-là un nif fongique qui prend plein de petites agrégations de sol. Ça, c'est une agrégation de sol. Puis, il les amène ensemble. Il les coude ensemble. Fait que on voit au-dessus du microscope la formation de la structure du sol avec la vie fongique. Ça, c'est d'autres vidéos des nématodes. En fait, cette vidéo ici est assez spéciale. C'est un type de champignon. Ici, on voit le filament. Je vais peut-être faire le pause ici. On voit le filament très mince, presque comme un cheveu transparent. Ça, c'est un type de champignon, en fait. Puis c'est un type de champignon qui est un prédateur des nématodes. Il y a toutes sortes de types d'êtres et d'interactions et de relations dans le monde des sols. Puis cette nif fongique, elle pousse en lasso, puis elle vise les nématodes qui sont moins désirables. Il y en a plein de types de nématodes. Il y a des bactérivores, fongivores, prédateurs, sont tous très bons et un signe d'un système de sol en santé. Mais il y a des nématodes parasitiques aussi. Puis les parasites, eux, ils vont directement pour les racines des plantes. Puis le type de champignon ici qu'on voit fait des lassos, puis elle sécrète quelque chose qui imite les jus de plantes pour attirer les nématodes parasitiques. Quand le nématode rentre dans le lasso, ça étrangle le nématode. Puis voilà, on est en train d'être témoin d'un meurtre ici. Toutes sortes de choses dans le monde des sols, mais ça fait partie de la cycle de vie, puis des checks et des contrôles que la Terre a pour garder les systèmes en santé. Alors, voici celui-là. Puis ici, c'est un nématode. Oups! C'est un nématode qui est dans son œuf. Il n'est pas encore né. Il va naître sous peu, mais c'est un nématode qui bouge dans son œuf, pas encore né. Alors, j'aimerais vous introduire à ce concept-là. C'est un mot holobionte, un assemblage d'un hôte et des nombreuses autres espèces vivant à l'intérieur ou autour de lui qui forment ensemble une unité écologique discrète par symbiose, bien qu'il y ait une controverse sur cette discrétion. Puis, effectivement, ce n'est pas une relation discrète. Partout sur le corps humain, si on mettrait n'importe quelle partie de n'importe quel corps humain en dessous d'un microscope, on ne verrait pas de pôle, on verrait juste des microbes. Puis, dans un niveau cellulaire, on est un peu plus microbienne qu'on a des cellules humaines. Puis, grâce à ces microbes-là, nos corps fonctionnent. Tous les fonctionnements puis les mécanismes d'un corps humain sont gérés par des microbes. Et on sait de plus en plus sur la santé intestinale puis digestif grâce à la microbiote humaine, le système immunitaire grâce à la microbiote humaine, la résistance aux maladies pathogènes, virus, grâce à la santé de la microbiote humaine. On apprend de plus en plus même sur l'état mental et les émotions des productions chimiques créées par l'équilibre ou le déséquilibre de la microbiote humaine. Fait que nous
on n'existerait pas, le corps humain ne fonctionnerait pas sans sa microbiote. Et les plantes ne sont pas différentes. Partout sur les surfaces des plantes, les racines, les tiges, les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs, les troncs, partout, il y a un microbiome. Puis cette microbiote-là est responsable pour les fonctionnements du sol et les fonctionnements du plante dans les sols. Alors, voici un peu la chaîne trophique du sol. On a la photosynthèse qui fait que les plantes font prendre du carbone, ils prennent de l'oxygène, puis ils créent des sucres, des jus. Ces jus-là, formellement, on les appelle les exudates. Ils sont relâchés dans un certain pourcentage dans les sols, puis ça commence la chaîne trophique du sol. L'autre chose qui commence la chaîne trophique du sol, c'est de la matière organique morte sur les feuilles mortes, les plantes mortes et tout ça. Fait que les bactéries qui décomposent tout ce qui est vert vivant, les champignons, les champignons qui décomposent tout ce qui est brun et mort, et les deux, ils se nourrissent des exudates des sols. Et là, on a des prédateurs, des bactéries et des champignons qui relâchent les nutriments. Parce que les plus grands prédateurs, ça continue comme la chaîne de vie, trophique de la vie qu'on a tous appris dans les cours de biologie en secondaire. Ben, en fait, ça part de très loin. Puis moi, en écologie, on m'a appris que les espèces les plus importantes pour la santé d'un écosystème sont les plus petites espèces comme les bactéries, les champignons, ce qui est dans le sol, ainsi que les prédateurs au top de la chaîne trophique vont avoir le plus grand impact sur tout ce qui se passe et l'équilibre de tout ce qui se passe dans le reste de l'écosystème. Puis ça, on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce qui est arrivé au parc national aux États-Unis, Yellowstone, quand ils ont réintroduit les loups. Parce que les chevreuils puis les elks, je ne sais pas comment dire ça en français, mais ils étaient trop nombreux puis ils mangeaient trop de la végétation, puis tous les autres petits animaux, ils disparaissaient parce qu'il n'y avait rien à manger. Puis ça a changé même toute la végétation de la parc jusqu'à temps qu'ils ont réintroduit les loups pour contrôler les populations des chevreuils puis des elks. Puis wow, tout le reste de la végétation a rebondi et le reste de la faune sauvage a rebondi aussi. Et les sols se sont régénérés aussi. Fait que très, très intéressant. Puis une plante, elle ne peut pas se nourrir sans la microbiote du sol. Ici, on a un sol bien en santé. Ici, on a un sol qui manque de matière organique à cause qu'il manque le moteur microbien pour décomposer, cycler, créer tout ce sol-là. Et la plante peut faire sa photosynthèse, mais elle ne peut pas se soutenir sur juste de la carbone, dans le fond. Puis toute la nourriture dans le sol n'est pas disponible à la plante. Ce n'est pas la plante qui se nourrit. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme nous, on n'absorberait pas notre nourriture et les nutriments dans notre nourriture sans notre microbiote. Il faut que je bouge ce bord-là. Ouais. Alors, c'est ça l'échange. C'est comme une économie d'échange qui se passe. Les microbes, ils veulent les sucres qui sont le sucre et le carbone que la plante amène en faisant la photosynthèse. Elle crée les exudates, les jus, elle les ramène dans le sol, puis la vie microbienne, eux, ils veulent ça. Ils veulent ces sucres, puis ils veulent le carbone. Puis la plante, ce qu'elle reçoit en échange, bien, elle veut tout le calcium, le magnésium, le bore, le phosphore, tout ce qui est dans le sol. Mais elle ne peut pas le rendre soluble, accessible
pour le digérer. Alors, elle nourrit la vie microbienne. Puis, il y a une communication dans ce jus-là qui se passe où est-ce que la plante est en train de donner un liste de shopping aux microbes. « Hey, j'ai besoin un peu de calcium, ça, puis s'il te plaît, ramène-moi plus de l'eau, puis j'ai besoin de plus d'azote. » Puis les microbes vont tous fournir ça. Et s'il y a des autres plantes dans l'entourage, c'est la microbiote qui va troquer entre les plantes parce qu'il y en a un qui peut-être nourrit une microbiote qui libère plus le phosphore, il y en a un qui crée plus d'azote, puis ils peuvent s'échanger de ressources dans cette manière-là. Fait que c'est vraiment une économie d'échange. Et depuis le début de l'existence sur la planète Terre, quand au début, toute la vie était dans les océans. Puis il n'y avait pas rien qui habitait, il n'y avait pas de terre, c'était juste des roches. Puis c'était une symbiose entre un algue, et un cyanobactérie et un levure. Un levure, c'est un type de champignon. Ils ont fait une symbiose ensemble, puis ça leur a permis de coloniser les roches. Puis ça, c'est le début de toutes les plantes et champignons terrestres dans l'histoire de la Terre. Et les premières plantes étaient des lichens, des mousses. Puis de plus en plus, ils ont évolué dans des espèces de plantes de plus en plus complexes. Et la vie fongique qui était capable, et les bactéries qui étaient capables d'aller dans les roches et miner, extraire des nutriments des roches pour les rendre aux plantes qui faisaient la photosynthèse et faisaient cet échange-là. Parce que la vie fongique fait le carbone, puis la plante est un pompe pour ça en photosynthèse. Et pour que les plantes évoluent plus au-delà d'être des algues, ben, ça prend une complexité de nutriments. Mais il n'y avait pas de racines. Fait que la vie fongique était les racines des plantes. Puis ça a évolué comme ça pour devenir tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a des nouvelles espèces de vie fongique qui ont évolué pour décomposer la matière qui accumulait. Puis c'est comme ça que la Terre s'est construite. La Terre, l'écosystème de sol est construit à travers des associations végétatives et microbiennes qui, en poussant, meurant, décomposant, ils stockent la matière organique pour devenir la Terre. C'est de la matière organique bien, bien mâchée, mélangée avec les particules de roche que les bactéries et la vie fongique, au fur et à mesure, minent puis extraient et érodent de plus en plus pour créer les sols. Ils altèrent les roches en dessous pour les minéraux et ils agrégent tout ça ensemble, la décomposition de la matière, l'érosion des roches pour créer les sols. Les sols sont construits à travers le temps. On peut construire les sols aussi. C'est pour ça qu'on voit des projets où est-ce que des endroits qui sont des roches ou des déserts, mais on est capable de les rendre végétatifs, puis on est capable, en fait, de créer du sol. Puis les terres toutes seules, dans une rythme naturel, ben, la Terre crée une pousse de sol en 100 ans. Et avec des petits trucs comme utilisant des composts, des extraits de compost dont je vais parler plus dans une minute, on peut en fait accélérer ce processus-là et créer du sol beaucoup plus rapidement. C'est la bonne nouvelle. Hop, ça ne veut pas... Bon, puis ici, je nomme le grand paradoxe, c'est le sol ne peut pas exister sans les plantes et sans les microbes. Vous comprenez pourquoi? Ça n'existe juste pas sans ça. Et alors, on ne peut pas définir l'un sans l'autre.
réellement. Puis, c'est un peu romantique de ce que je dis, cette interprétation-là, mais l'écologie est une histoire de relations et interrelations. En fait, les théories de compétition et le plus fort et tout ça, de plus en plus en écologie et dans d'autres domaines scientifiques, on voit que ce n'est pas en fait la totalité de l'histoire. L'interrationalité, la coopération, en fait, les synergies symbiotiques prennent beaucoup plus de pertinence et importance pour expliquer tout ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui. Et je voulais mentionner aussi, quand on parle des fertilités des sols, souvent on parle d'un test qui mesure l'azote, la potasse, puis le phosphore, et des calcium, puis d'autres minéraux. Puis oui, c'est important d'avoir ces minéraux et nutriments dans le sol, mais les nutriments et les minéraux n'ont pas de besoins sexuels. Ils n'ont pas de fonction sexuelle. Ils ne sont pas des êtres vivants. Pour moi, si on veut parler de la fertilité, là, puis je pense qu'on est peut-être tous des adultes, je ne sais pas, ici, je ne sais pas, mais la fertilité, pour moi, ça vient avec la capacité de se reproduire. Hein? Fait que le plus qu'un sol est vivant, en fait, c'est pour ça que moi, quand je veux voir une fertilité d'une terre, je regarde non juste les minéraux, mais en fait, pour moi, c'est plus important de voir qui est là dans la communauté de sol, puis dans quel équilibre. Alors, des petits conseils pour vous que peut-être vous avez des jardins ou des espaces où est-ce que vous travaillez le sol. Oups, hein? Excuse-moi, j'ai un ordinateur qui est... Bon. Quelque chose qui est très important, c'est d'assurer que vous avez toujours quelque chose qui couvre votre sol. Ne laissez jamais votre sol exposé au soleil, aux pluies et aux éléments. Parce que le soleil, bien, ça va sécher le sol, ça va monter la température, puis ça va sécher le sol. Puis la vie fongique, tous les champignons et les prédateurs qui vivent dans les films d'eau dans le sol, ben, ils ne fonctionnent pas sans l'eau. Puis quand le soleil frappe, ça monte la température, ça devient très chaud, l'eau s'évapore, puis ça nuit à la vie dans les sols. Ainsi que pas couvert, puis le pluie tombe très fort, ben, ça va créer des couches parce que le sol va se fermer, puis l'eau ne va plus être capable de rentrer dans la terre. Et c'est un cycle vicieux parce qu'ils n'ont pas d'eau. Les organismes qui rendent la terre porose, ben, il y en a de moins en moins, etc. Fait que mettez une paillie au minimum ou si vous nettoyez votre jardin à la fin de saison, mettez des feuilles, mettez quelque chose qu'ils peuvent manger à travers de l'hiver. L'hiver, en fait, en dessous de la neige ici, dans le nord, c'est le taux de décomposition le plus rapide sur la planète Terre. C'est plus rapide que dans les tropiques. En dessous de la neige, isolée de ce qui se passe à l'extérieur, si la vie fongique est présente dans vos sols, ils vont décomposer tout ce qui est brun, mort à la fin de l'année. Puis ça va nourrir la vie fongique dans vos terres, qui va amener juste un meilleur soutien à toute la communauté microbienne et alors la santé de vos plantes. Et aussi, si vous pouvez avoir des couvre-sols vivants, c'est encore mieux parce que un couvre-sol, une plante vivante avec ses jus qui rentrent dans le sol va nourrir vraiment plus de vie que juste une paillée. Mais un paillis, c'est surtout à la fin de l'année, si vous allez mettre rien, c'est très, très important. Dérangez pas le sol en termes de labourage, à moins que vous n'avez pas de choix.
Parce que imagine, tu sais, les ifs fongiques, les bords d'armature du sol, chaque fois que tu passes, ben, tu coupes ça. Normalement, on vire le terre pour qu'on amène une structure. Mais une raison pourquoi il faut le refaire à chaque année, c'est parce que, en fait, ça marche au contraire de comment la terre crée sa structure, de comment les plantes travaillent avec les microbes pour créer une structure aussi. S'il faut travailler juste la surface pour être capable de semer tes carottes, par exemple, c'est correct, mais d'y aller aux profondeurs puis mélanger les horizons de sol, c'est vraiment pas idéal pour la vie du sol. Et alors, la santé des plantes et toute la chaîne de la vie qui suit après ça. Si il faut que vous dérangez le sol, assurez-vous d'ajouter un bon compost pour compenser au moins. Si vous offrez aux microbes plusieurs plantes, c'est pour ça qu'on parle de plusieurs plantes, de diversité de plantes, de varier les plantes et non avoir une monoculture de plantes parce que si on a juste une type de plante, ça crée un type de jus qui rentre dans le système de sol. Et alors, on ne peut pas soutenir une diversité de microbes avec une source de nourriture. C'est pour ça que ça prend une diversité de plantes, en fait. Et le plus différent les plantes en termes de famille, le plus diverse de vie microbienne on va avoir. Et le plus de diversité de vie microbienne on va avoir, les meilleures en santé que les plantes vont être. T'sais. Les plantes aussi, les microbes autour des racines des plantes aussi, si elles ne sont pas là, ben, la plante a une malnutrition, alors elle est susceptible aux maladies. Si elles ne sont pas là, elles ne couvrent pas l'espace pour compétitionner les maladies non plus. Fait que la santé des plantes est liée, exactement comme nos corps humains, à la santé de la vie dans les sols. Il faut éviter d'utiliser les engrais synthétiques et des produits chimiques parce que ça brûle la vie microbienne du sol. Ça détruit la vie fongique et les prédateurs n'aiment pas ça du tout. Alors, tout ce qui est le système immunitaire, la source de comment la plante se nourrit, sans être complètement dépendant sur vous de le donner puis verser vos sous dans les nutriments, les minéraux. Fait que, évitez ça. Il y a plein d'autres manières de nourrir les plantes. Il faut quand même mettre des engrais, des choses comme ça, mais il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui ne sont pas, qui n'affectent pas négativement la santé des sols aussi, comme si vous travaillez avec des algues liquides ou des jus de poisson. Des poudres de crabe. Il y a plein de choses comme ça, des purins biodynamiques, des purins de consoude, des purins d'ortie. C'est toutes des choses que vous pouvez faire à la maison en plus. Une autre chose pour bien soutenir la biodiversité des sols, c'est de laisser vos plantes pousser le plus longtemps possible. Mettons, vous avez un pelouse ou un couvre-sol, bien, laissez les plantes pousser le plus longtemps possible. Et si c'est des plantes qui fleurissent, laissez les plantes fleurir avant de les couper. Il n'y a pas besoin de les laisser d'aller en graines, mais au moins laisse-les fleurir parce que ça va vraiment amener beaucoup de bons nutriments dans le sol et ça soutient toutes les abeilles, tous les insectes pollinisateurs. Vous n'enlevez pas leur nourriture, puis on soutient la chaîne trophique dans cette manière-là qui va impacter la vie des oiseaux aussi, et plein d'autres animaux. Donc, c'est vraiment une bonne idée de les laisser pousser le plus longtemps pour que les racines développent le plus, avec le plus de vie, plus creux. Et laisser les plantes fleurir si c'est le cas pour vous. Tous les plus sages agriculteurs et
gardeners, les personnes qui font du jardinage que j'ai rencontrées dans ma vie, là, ils savent que il faut laisser plus qu'on prend. Alors, ils laissent beaucoup plus de matière organique à la fin de l'année qu'ils ont pris de la système. Puis, il y en a plein aussi qui produisent certaines plantes qu'eux, ils ne vont pas récolter. Ils sont juste pour la santé de leur sol et l'écosystème. Fait que ça aide vraiment à la santé des sols et toute la chaîne trophique, puis ça amène des bons prédateurs et des bons pollinisateurs et toute la suite de la vie. Et c'est bien de redonner des nutriments à la fin de l'année aussi. Donc, à la fin de l'année, après qu'on ait extrait plein de nutriments, c'est bien d'en redonner. Donc, à la fin de l'année, comme j'ai dit, des algues liquides sont très, très bons. Les jus de poisson sont très, très bons aussi. Et de mettre du compost à la fin de l'année, ça, c'est un bon compost, là, c'est plein de vie microbienne. Puis, comment est-ce qu'on sait est-ce qu'on a une bonne compost plein de vie microbienne avec de bons vies fongiques et des prédateurs? Bien, prends du compost, un bout pour 9 parts de l'eau, un part compost pour 9 parts de l'eau. Mélange ça très bien pendant 1 minute. Puis là, laisse ça 30 minutes, 45 minutes. L'eau, là, l'eau devrait être cette couleur-là. Ou une couleur de chocolat noir, cacao, 70%. Si l'eau est claire, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de vie qui cycle pantoute là-dedans, puis c'est quasiment stérile. Si l'eau a une couleur plus mielleuse, il y a un peu, mais c'est surtout une voie bactérienne, puis il manque la voie fongique et des prédateurs fongiques. Et quand on a ces couleurs-là, c'est parce qu'on a toute la gamme de vie qu'on a besoin dans une compost. Fait que ça, c'est un bon petit truc pour savoir si votre compost vaut la peine. Et ce qui est le fun, fait que ça fait une différence entre utiliser une matière organique inerte, pas vivant, stérile, versus un compost vivant. Si on veut des terres vivantes, il faut que le compost soit vivant. Il faut qu'il y ait une diversité de plantes. Je vais parler un peu de l'extrait de compost, puis après, je vais vous laisser pour des questions. Un extrait de compost, ça se peut que vous avez déjà entendu parler des thés compost, les thés de compost. Les thés de compost sont très bons. Moi, je suis une spécialiste dans les thés compost et j'aide des agriculteurs sur des superficies de 1 acre jusqu'à 3000 acres à utiliser ces technologies-là avec des bons résultats. Mais en fait, on n'utilise plus les thés compost. On utilise les extraits de compost. C'est quoi? Donc, tu prends un compost vivant et parce qu'ils ne sont pas tous vivants. Hein? Moi, j'ai regardé plein de composts sur le marché puis ils ne sont pas tous égaux. Tu prends un compost vivant, tu prends l'eau sans chlore, tu mets ça dans un vieux, mettons, un collant, une collante de femme. Tu mets le compost dedans, puis tu fais brasser le compost dans l'eau. L'idée, c'est de faire tomber les microbes, mais pas trop violemment, mais on veut vraiment masser vigoureusement, avec beaucoup d'enthousiasme, mais pas écraser, mais masser pour faire tomber les microbes des particules de matière organique et les faire tomber dans l'eau. Et ça, c'est un extrait de compost. Un thé compost, c'est après ça, tu vas ajouter certains ingrédients, puis tu as un aérateur, puis tu laisses ça brasser pendant 24 heures. Ils sont bons, les thés compost, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux facilement le botcher, puis créer quelque chose qui n'est, en fait, réveille des microbes qu'on ne veut pas. Et ça prend 24 heures. Ça prend une capacité de microscope pour aller vérifier que tout va bien. Et les extraits de compost, ça marche aussi bien que les thés compost et sont vraiment, vraiment simples. Tu ne peux pas le botcher.
Puis tu mets ça sur les surfaces des plantes, tu mets ça autour de la racine, tu mets ça à la fin de l'année, tu redonnes la vie. C'est une très belle manière de stimuler les plantes pour qu'ils nourrissent de plus en plus de vie microbienne. C'est une très belle manière de réinoculer les sols et de réveiller la vie indigène de ces sols qui sont dormants, en dormance. Fait que, voici, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette présentation et que vous avez appris une couple d'affaires. Alors, moi, je vais arrêter mon présentation, puis je vais laisser l'espace pour vos questions. Absolument. Ben, merci beaucoup, Viviane. C'était extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, c'est sûr. Oui, c'est même un peu inquiétant, je pense. Ah, mais... mes plates-bandes autour de chez nous, là, ouais. Mais il y a des très belles solutions. Hein? Puis pour moi, pour tout ce qui concerne les changements climatiques, la biodiversité, la résilience de notre système alimentaire, tout se trouve. Tu sais, on habite sur la planète Terre, j'arrête pas de dire ça, les réponses sont là. Puis ils sont pas abstraits, ils sont pas là, tu sais, c'est très tangible, ils sont là en dessous de nos pieds. Ben, voilà. Mm-hmm. Alors tu as des beaux compliments, une belle présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, ici, l'autre Annie dit, merci beaucoup, c'est fascinant tout ce qui se passe dans les sols. Je voulais savoir quelles sont les dimensions de ces organismes. Eh boy, bonne question. Ben, un bactérie, c'est 1 micromètre qui est comme en dessous d'un microscope 400 fois magnifié. Tu vois un tout petit point. C'est pour nous que si on fait un tout petit point sur un stylo, avec un stylo sur un papier. Mais imagine ça 400 fois magnifié en dessous du microscope. Ça, c'est 1 micromètre. Puis ça, c'est les dimensions d'un bactérie. C'est très, très, très petit. Ouais. Je vais pas dire un millième de millimètre. Est-ce que c'est bien ça, micromètre? Oui, je pense ouais, que c'est hein? ça. Ouais. Mm-hmm. Puis les amibes peuvent être de, on va dire, 10 micromètres jusqu'à on va dire 40, 50. Un nématode peut être plus grand, là, si on regarde une bactérie, si c'est ça, ben, le nématode peut apparaître comme ça à côté d'une bactérie. Et les fongiques, eux, il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont plus longues, mais en diamètre, ils varient aussi, dépendamment de l'espèce de champignon. Les bons champignons vont varier de 2,5 micromètres en diamètre jusqu'à 5, 6. Fait que, ouais, c'est toutes sortes de dimensions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, ça, Annie. J'ai jamais, ça fait 10 ans que j'enseigne ça et j'ai jamais eu cette question-là. Oh, wow! Bravo pour votre curiosité. Ouais, vraiment. Alors, Annie vous remercie. Annie te remercie, Viviane. Parfait, avec plaisir. Mm-hmm. Bon, ben, j'espère qu'il n'y a pas de questions parce que je vous ai perdu et que peut-être il y a juste parce que c'était très clair. Ouais, il n'y a pas d'autres questions? Comme je dis, moi ma tête tourne. C'est juste comme j'essaie de m'imaginer, comme je veux nourrir mes plantes, je veux leur donner la plus belle vie possible. Donc, comme je dis, ma tête tourne. Là. Ben, c'est une bonne piste à aller explorer. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, vous avez accès aux présentations pour... Absolument. Ouais.
Mhm. Puis on a vu ton site web, ou ben moi tantôt Ouais. oui, alors si jamais vous avez des questions, est-ce qu'il est bilingue? Oui, Oui, OK, excellent. oui. C'est là, il y a beaucoup d'informations qui sont plus. J'ai beaucoup de mises à jour à faire sur le site web, Ouais. mais le contact est là. Si vous voulez apprendre plus sur le compost, l'extrait de compost, c'est quoi, tout ça que j'ai dit à la fin, va sur mon site web docteur.ca. En dessous du section compost, j'ai écrit plein de choses sur euh, les liquides microbiennes. C'est comme ça que je les appelle. Puis tu peux apprendre un peu plus là-dessus. Il y a plein de vidéos sur YouTube, mais il y a plein aussi de n'importe quoi sur YouTube. Mais c'est quand même des belles pistes. Il y a un bon livre qui s'appelle Si vous voulez apprendre plus. En anglais, ça s'appelle Teaming with Microbes, mais je sais qu'ils l'ont traduit. C'est juste, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont nommé. Je vais checker rapidement. Je vais juste. Je vais l'écrire dans le chat là, en anglais. Puis je pense qu'ils l'ont traduit. OK. Puis ça, c'est. Ça explique. Vous pouvez apprendre vraiment plus là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse dans une manière. La seule chose là-dedans, c'est que leur section sur les petits composts ils ont besoin d'une mise à jour aussi. Mais moi, très bientôt, va sur mon site web, il y a ces articles que j'ai écrits. Bientôt aussi, dans les prochaines années, dans la prochaine année, je vais avoir des vidéos. Est-ce que j'explique ça aussi? C'est disponible pour n'importe qui. Ouais. En parlant de thé compost, je vois, on a eu une question dans le chat qui demande si tu conseilles d'ajouter du sucre au thé de compost. Oui, c'est ça la mise à jour qu'il faut faire. Le sucre, ça nourrit un gros bloom de bactéries. Oh. Ça nourrit pas nécessairement la vie fongique. Fait que moi, si je fais des thés compost, je travaille plus avec des farines d'avoine, en fait, entiers. Je travaille avec les algues en liquide. Je travaille avec ce qu'on appelle l'hydrolysate de poisson, ce qui est différent d'émulsion de poisson. L'émulsion, le poisson a été chauffé pour extraire les jus de poisson. Alors, tous les gras complexes qui nourrissent la vie fongique ne sont plus là. Et ça nourrit juste la bactérie. Mais la bactérie, là, elle se multiplie en 20 minutes. OK? On n'a pas besoin d'essayer d'aider des bactéries. Quand je regarde des sols morts, entre guillemets, partout dans notre pays, il y a juste des bactéries. Fait que on veut vraiment concentrer sur le reste de la chaîne trophique. Je n'ai rien contre les bactéries, là. C'est juste que c'est vraiment le reste qui ont besoin de plus d'aide. Puis quand on fait des thés compost, il faut vraiment assurer qu'on a un bon taux d'oxygène avec un bon aérateur qui part de en dessous, qui fait un bon bouillement, que ça bouille, là. Tu sais, des bulles que ça bouille, pas en chaleur, mais que ça bouille, tu sais, les bulles. Puis, sur l'Internet, ils disent, mets ton sac de compost dedans, laisse-le dedans 6 heures, puis là, l'enlève. Fais pas ça. Extrais les microbes au début de ton compost, fais un extrait, enlève le compost. Là, tu mets ton aérateur qui fait le bouillement. Et là, tu ajoutes tes nourritures, puis tu ajoutes seulement 0 point. Tu ajoutes 1% de ta volume total d'eau. Tu ajoutes 1% maximum en nourriture microbienne. That's it. Puis s'il fait plus chaud que 23 degrés dehors, fais pas ça. C'est très touchy. C'est super les thés compost, mais c'est très touchy. Moi, je fais les extraits de compost, puis en fait, j'ai trouvé comme un bon compromis entre un extrait de compost et un thé compost que j'enseigne à tous mes clients. C'est des extraits activés. Donc, le compost que je vais extraire pour faire le liquide, la semaine avant, ou minimum 3 jours avant, je nourris le compost avec des nourritures
j'active les microbes dans le compost. Pour chaque chaudière, si je mets des farines, des choses comme ça, je vais mettre une tasse. Si je vais mettre des algues liquides, des poissons liquides, des purins, je vais mettre une demi-tasse maximum par chaudière de compost. Tu mélanges ça très doucement, très bien. T'assures que ton compost, quand tu l'écrases, il y a une goutte d'eau qui sort, pas moins. Tu peux avoir un peu plus, comme 2 gouttes, mais après ça, c'est trop humide. Puis ça active les microbes. C'est comme quand tu fais un pain levain, puis tu nourris ton levure avant pour que ça gonfle, puis là, tu fais ta pâte de pain. C'est la même chose. Fait que tu laisses ça activer, les microbes actifs, puis pendant 3, 5 jours, 7 jours, si vous voulez. Puis là, tu fais ton extrait et là, tu arroses tes plantes avec ça ou le sol avec ça. Puis ça te fait les mêmes résultats, j'ai trouvé à date, que tes composts, puis c'est ça. Fait que voilà. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Alors, on te remercie encore. Oui. Oui. Puis, en tout cas, ben, je te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, j'espère que tous les agriculteurs, les agricultrices vont t'écouter. Ça s'en vient, ça s'en Ouais. vient, là. C'est devenu un sujet viral dans l'agriculture. Tant mieux. Ça fait longtemps que je suis là, puis au début, c'est comme « Hey, les sols sont vivants, vivants, vivants! » Puis comme les échos de silence, tu sais. Mais là, tout le monde sait c'est quoi. C'est pas du chinois. Au moins, quand j'ai dit des sols vivants, ils savent de quoi je parle. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant de tout. Puis, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui font des essais cette année. Puis, ça se propage. Puis, il y en a un couple d'agriculteurs qui ont des vraiment bons succès. Puis, eux, je les mets en devant pour qu'eux, ils partagent leurs expériences avec d'autres agriculteurs. Puis, eux, ils font des efforts pour parler aux autres agriculteurs. Mm-hmm. Et ça se propage comme ça. Donc, il y a de l'espoir. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, nous, on te remercie. Je ne sais pas si tous les gens l'écoutent, vous avez juste une petite cour ou vous avez des acres de terrain, mais j'espère que tous ces conseils-là vous ont inspiré. Viviane, je te remercie encore au nom de la Fédération canadienne de la faune. Ça fut un plaisir. Je suis contente. Merci de nous laisser publier ton webinaire. On va le laisser sur notre site web. Puis merci aussi de nous dire que toute cette information-là est disponible sur ton site web. On peut tous y aller, tout apprendre plein de choses. Et puis, tu reçois d'autres remerciements dans le chat. Alors, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Okay. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Ben oui, absolument. OK. Alors, c'est beau tout le monde. Merci encore. Bye bye. Bye.